Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misane TV. Nous recevons aujourd'hui Alexis Poulain pour évoquer ensemble l'actualité politique hexagonale. Bonjour Alexis Poulain, Bonjour. vous êtes journaliste et analyste politique, cofondateur du média Le Monde Moderne. Alors, le nouveau Front Populaire a remporté les élections législatives avec une majorité relative, mais le président de la République n'a pas encore nommé de nouveau Premier ministre, malgré la désignation de Lucie Castex par les partis du NFP. Tandis que la tradition républicaine préconise de nommer un Premier ministre issu de la première force politique du pays, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la nécessité de se concentrer sur les Jeux Olympiques. Alexis Poulain, quelle est selon vous la volonté d'Emmanuel Macron et comment réagissez-vous à ce refus de reconnaître les résultats électoraux C'est très simple. Emmanuel Macron n'avait pas en fait à dissoudre l'Assemblée nationale après un scrutin européen qui n'avait rien à voir avec la politique nationale. Scrutin européen qui a vu le Rassemblement national arriver en tête, mais qui n'est pas la force numéro 1 au Parlement européen. Donc, pour dramatiser ces élections finalement sans enjeu particulier au niveau national, il décide de dissoudre et de mettre les Français devant un non-choix parce que la campagne a été très courte, il faut le rappeler. C'était simplement pour consolider les partis en présence, puisque aucun parti non existant n'ayant pas d'élu n'a pu se présenter sérieusement ou organiser une campagne dans les conditions de temps qui étaient beaucoup trop courtes. Donc en réalité, il rabat les cartes pour voir si le Rassemblement national peut avoir une majorité ou non à l'Assemblée nationale. Avec le jeu des partis et les doubles tours, fait face à un nouveau front populaire. Il n'avait pas vu ça venir, c'est-à-dire la gauche qui décide de faire l'union et de ne pas jouer la division pour s'assurer une place au second tour et faire barrage au Rassemblement national. Donc, lui qui rêvait finalement d'un Rassemblement national gagnant pour pouvoir être le président qui lutterait seul contre un Rassemblement national à l'Assemblée nationale, il se retrouve avec une force politique qui émerge, qui est le nouveau Front populaire. Alors, ne soyons pas naïfs, cette alliance des genres n'est pas faite pour durer, c'était une alliance électorale et on voit bien que dès le lendemain des élections, les dissensions se font jour entre d'une part la France insoumise, le Parti socialiste, certaines branches du Parti socialiste et les écologistes, mais cette alliance continue de tenir dans le temps puisque maintenant le nouveau Front populaire, disant qu'ils ont le plus de députés à l'Assemblée nationale, ce qui ne leur donne pas une majorité relative, loin de là, puisque les jeux d'alliance font que le NFP ne serait pas majoritaire ou difficilement majoritaire à l'Assemblée nationale, eh bien ils demandent quand même, puisqu'ils ont le plus grand nombre de députés, d'avoir un Premier ministre issu de leur rang, puisque c'est ce qu'ont donné comme résultat les urnes, le NFP devant le RN et devant le camp présidentiel. Que fait Emmanuel Macron? Comme d'habitude, il entourloupe et donc il décide de dire « Ah bah attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ce qu'il faut c'est une majorité de gouvernement quand même ». Il faut rappeler que quand en 2022, Emmanuel Macron est réélu président, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a une majorité relative. Ça ne l'empêche pas de nommer évidemment un Premier ministre issu de ses rangs et continuer de faire de la sorte. Et ce qu'il veut faire, eh bien, c'est empêcher la gauche de prendre l'Assemblée nationale, de prendre le gouvernement et donc créer un gouvernement d'alliance plutôt à droite avec tous les groupes qui font partie de ce qu'a été En Marche, puis Renaissance, puis maintenant je ne sais même pas comment ça s'appelle, Ensemble. C'est un parti qui change de nom tous les 2 ans, 2-3 ans, donc déjà ça devrait quand même susciter le questionnement. Et donc de dire, ben non, regardez, si on additionne tous ces partis, finalement c'est nous qui avons gagné. J'ai pas perdu, j'ai pas gagné mais j'ai pas perdu. Donc comme c'est moi le président et c'est moi qui nomme le Premier ministre, je décide et donc je vais bien vous embêter, vous, les gens de gauche, puisque je ne choisirai pas quelqu'un issu de vos rangs. Et de l'autre côté, en face, on a le nouveau Front populaire qui joue le jeu finalement de montrer les divisions avec la difficulté de nommer un ou une candidate pour être Premier ministre. D'abord Huguette Bello, ensuite Laurence Toubiana, et puis maintenant Lucie Castex qui semble faire l'unanimité. Mais le mal est fait et Emmanuel Macron peut dire « Regardez, vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Comment voulez-vous que je vous confie un gouvernement si vous ne pouvez pas travailler ensemble ?» Donc c'est un jeu de dupes qui a été organisé par Emmanuel Macron pour se mettre en scène et pour donner un faux second souffle à ce deuxième quinquennat et continuer des réformes qui ne changeront rien au projet d'Emmanuel Macron qui est profondément antisocial et qui est profondément également contre une souveraineté nationale et pour une intégration européenne accrue de la France dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on a un gouvernement par intérim qui gère les affaires courantes et qui en réalité gouverne par décret et qui passe encore des décrets
comme ce décret, encore une fois antisocial, sur la suppression d'une journée de repos dans les travaux agricoles, ce qui est un scandale compte tenu bien de la canicule et des difficultés qu'on connaît, de la pénibilité de ces travaux. Donc voilà, c'est proprement scandaleux, mais on est habitué. Malheureusement, les oppositions jouent le jeu d'une certaine façon, sans chercher à renverser un système qui donne beaucoup trop de pouvoir à une personnalité comme Emmanuel Macron. C'est les institutions de la Ve République qui le permettent. Avant de vous poser ma deuxième question, que pensez-vous du profil de Lucie Castex, candidate proposée par le nouveau Front Populaire C'est un profil qui semble faire l'unanimité au nouveau Front Populaire, comme je le disais, parce que c'est quelqu'un qui est une haute fonctionnaire issue de l'ENA, comme beaucoup, qui a travaillé à la mairie de Paris, mais qui défend les services publics et qui défend la défense publique. Donc, avec en plus cette capacité d'être LFI compatible, on va dire, puisque visiblement ce n'était pas le cas pour Madame Tubéana. Et donc elle coche toutes les cases pour les écologistes, pour la France Insoumise, pour le PS, pas tout le PS encore une fois, il y a une partie du PS qui souhaiterait rejoindre une majorité de gouvernement, y compris avec des personnalités de droite. Donc c'est visiblement ce qui a été trouvé pour sauver l'union du NFP. Mais Lucie Castex, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du grand public, c'est quelqu'un qui n'est pas élu, et c'est quelqu'un qui arrive un peu comme ça de nulle part, qui sort du chapeau du NFP. Donc ça pose beaucoup de questions sur comment sont organisées les tractations, pourquoi le choix s'arrête sur cette personne, voilà, qui visiblement a beaucoup de qualités aux yeux du NFP, et maintenant il faut faire toute une campagne pour faire connaître qui est Lucie Castex, pour dire pourquoi pas elle finalement à Matignon, pour montrer que elle pourra faire aussi bien qu'un Gabriel Attal qui lui n'avait pas fait grand-chose non plus de sa carrière. Après, on voit que dans ce profil-là, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que les alliances sont assez complexes et qu'elle a une expérience politique très limitée. Donc c'est peut-être délicat pour un futur gouvernement. Mais je vais revenir à ce que vous disiez juste avant. Donc le président Macron semble chercher à former justement une nouvelle coalition allant du centre-gauche, donc certains éléments du PS, jusqu'à la droite, malgré le rejet clair depuis plusieurs années de sa politique par les électeurs. Comment caractériseriez-vous cette méthode de gouvernance ? C'est la violence. Je l'avais déjà dit, j'avais fait un édito sur le président de la violence, qui est Emmanuel Macron, à l'issue des Gilets jaunes. On avait vu une répression policière d'une violence inédite. Puis ensuite, on a vu comment la police a eu finalement carte blanche dans ce pays pour dépasser toutes les lignes rouges, avec systématiquement des enquêtes de l'IGPN qui étaient classées, ce qu'on appelle des bavures, mais qui sont quand même des fautes lourdes et graves et rarement sanctionnées. Et donc, quand ils n'utilisent pas la police avec ces nouvelles unités, comme les Bravem, comme la CRS 8, CRS volante, mais violente aussi, pour réprimer les mouvements sociaux, Emmanuel Macron utilise la violence pour violenter le corps social. C'est-à-dire qu'il a systématiquement braqué toutes les oppositions, tous les métiers, tous les corps de métier. Il faut voir qu'en 7 ans de pouvoir, il n'y a pas, je crois, un métier qui ne s'est pas mis en grève, qui n'a pas hurlé contre les conditions de travail difficiles, le manque de moyens et les réformes inutiles, coûteuses et dangereuses qui arrivaient. Et il continue. Il continue parce qu'il s'en fiche totalement, sachant que ce deuxième mandat lui permet d'aller encore plus loin dans ses réformes, puisqu'il n'a pas à se représenter devant les électeurs, et donc il peut aller encore plus loin si personne, du moins si les mouvements syndicaux, les mouvements sociaux et politiques ne l'arrêtent pas. Et on a vu la réforme des retraites, elle n'était pas voulue par les Français. Ils ont été des millions dans la rue. La réponse a été répression policière et puis déni. On voit ça maintenant, ce sera la même chose pour la réforme de l'assurance chômage, et tout est ainsi en fait. C'est un rapport de force d'un responsable politique qui n'est pas là pour défendre les intérêts de la France contre le peuple de ce pays, qui lui voit très bien où sont ses intérêts et qui voit que systématiquement le projet d'Emmanuel Macron n'est pas un projet de progrès, contrairement à ce qu'il dit, n'est pas un projet de mieux vivre, contrairement à ce qu'il dit, est un projet de difficultés financières, d'austérité et de mise au pas finalement d'un pays pour rentrer dans un cadre, un moule européen où la question sociale est systématiquement éludée, ou à minima pour ne pas braquer le marché unique et les donneurs d'ordre. Donc ça ne change pas, ça reste le président de la violence. À votre avis, que va-t-il proposer à la rentrée et après les Jeux Olympiques, et quelle va être la réaction de
de l'opposition du NFP, par exemple. Alors en ce moment, il y a un nom qui tourne, ce serait Xavier Bertrand, qui aurait les faveurs du prince pour être Premier ministre. Xavier Bertrand qui était candidat malheureux à la primaire des LR, pour être candidat à la présidentielle. Donc il va sans doute chercher ce type de profil, comme il l'a toujours fait. Et puis il va proposer un gouvernement d'union nationale, sans doute, pour dire les défis qui sont devant nous sont immenses, 3 000 milliards de dettes, par sa faute, et la faute de Bruno Le Maire, avec la dette Covid, évidemment, l'arrêt de l'économie et puis l'endettement stratosphérique qui a été fait. Une croissance qui n'est pas au rendez-vous, même si les derniers chiffres de l'INSEE sont bons, 0,3%, c'est plus que ce qui était prévu. Et un taux de chômage qui ne bouge pas sur une vingtaine d'années. Il y a quelques fluctuations aléatoires, mais on est toujours autour de 7-8% de chômage avec 5 millions de personnes qui cherchent un emploi. Donc on ne peut pas appeler ça le plein emploi, loin de là, sachant que les offres d'emploi ne sont pas à la hauteur du nombre de demandeurs. Donc il y a une difficulté réelle sur la situation de la France, qui a été également rendue plus compliquée par les sanctions contre la Russie après la guerre en Ukraine, qui ont été des sanctions à double effet contre l'économie européenne également. La difficulté de la zone euro, qui a dévissé par rapport à la croissance américaine ou à l'Asie globalement. Et donc aujourd'hui, faire un budget austéritaire pour montrer aux créanciers que oui, la France va demander aux Français de se sacrifier pour rembourser la dette ou assurer au moins qu'une partie de la dette sera remboursée. 3 000 milliards, c'est quand même pas rien. Voilà ce qui attend les Français. Et pour faire passer cette pilule-là, eh bien, il va créer un sentiment de non-choix, c'est-à-dire nous n'avons pas le choix. La raison, la force économique, les intérêts de la nation, eh bien, il faut ce parti unique, puisque c'est ce qu'il appelle de ses voeux, le champ républicain qui met très loin Rassemblement national et France insoumise comme n'étant pas membres de ce champ républicain, même s'ils ont de nombreux élus, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce que joue Emmanuel Macron, c'est-à-dire le parti unique contre des partis politiques qui font de la politique. Lui ne fait pas de politique, il fait de l'anti-politique. Alors justement, vous me parliez de dépenses un peu excessives ces dernières années. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a soulevé certaines polémiques, notamment en ce qui concerne le détournement de la Seine, célèbre tableau de Léonard de Vinci représentant Jésus et ses apôtres. Sous prétexte de performance artistique, peut-on vraiment justifier toutes les extravagances, en méconnaissant les différences culturelles mondiales, comme par exemple faire danser un enfant avec des drag queens effectuant des mouvements sensuels? Qu'en pensez-vous, Alexis Poulain? Alors oui, il y a une séquence qui a particulièrement choqué, c'est effectivement ce défilé de mode de drag queen qui parodiait la scène, alors soi-disant un autre tableau qui était le festin des dieux de l'Olympe, mais on a tous vu la scène, y compris les protagonistes qui se sont dit fièrement sur les réseaux sociaux être membres de cette nouvelle scène gay, etc. Donc il y a eu une volonté de choquer de la part de Thomas Joly, parce qu'il est metteur en scène, parce qu'il vient du théâtre et parce qu'il s'est cru au Festival d'Avignon. Le problème, ce n'est pas que l'art puisse passer par ces artifices, mettre en scène, jouer sur les codes religieux et pourquoi pas s'en moquer, à partir du moment où on est dans un cadre artistique. C'est-à-dire que Thomas Joly, s'il fait ça à Avignon, eh bien oui, il sera encensé et c'est formidable. Son problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il était en charge d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques mondiales, qui devait parler à des millions de personnes, de toutes croyances confondues, et pas des gens qui sont fans de théâtre contemporain, qui sont fans d'art contemporain ou qui aiment le spectacle drague. Et puis des familles. Et donc, il s'est emmêlé les pinceaux. Pardon ? Et puis des familles qui regardent dans le monde, des enfants... Et des familles, bien sûr. Imaginez, vous êtes avec vos enfants, vous n'avez pas envie forcément qu'ils voient ce spectacle-là, et arrive d'un seul coup un Philippe Catherine tout nu, tout bleu, qui sort comme ça sous un couvercle. C'est pas possible. Donc, qu'il n'ait pas eu le recul suffisant pour comprendre qu'il devait parler à la planète, à toutes les sensibilités culturelles, à toutes les foi également religieuses, à toutes les vues aussi qu'on peut avoir par rapport à la création artistique, c'est une faute, parce que c'est une cérémonie des Jeux Olympiques, ce n'est pas un spectacle pour le Festival d'Avignon, c'est pas ça. Et donc il y a eu un manque de recul de la part de, je pense, des organisateurs et de ce metteur en scène qui a voulu provoquer sciemment, parce qu'on ne met pas Philippe Catherine tout nu en cérémonie d'ouverture pour ne pas provoquer. C'est volontairement provoquant. Résultat, ça provoque. Mais ça provoque quoi ? Ça provoque un rejet, ça provoque une incompréhension, ça provoque une condamnation aussi, de dire mais comment pouvez-vous, à une heure de grande écoute, offrir ce spectacle ? Et
plutôt que d'assumer et de dire pardon, on s'est trompé, j'ai fait une grave erreur, je démissionne ou je pars, on sort des fausses excuses. Ah non, c'était pas la scène, faut pas voir ça en fait. Mais même si c'était pas la scène, le spectacle reste un spectacle, comme vous l'avez dit, de drag queen avec une enfant qui danse au milieu de tout ce défilé de voilà, c'est un spectacle, hein, le drag queen. Mais On a le droit de ne pas aimer, il me et semble que pas ça pour a duré autant. une vingtaine de minutes, Mais très voire longtemps, 30 minutes. Ouais. très longtemps, très longtemps, très longtemps. Sous la pluie. Où après on les voit défiler sur la table les unes après les autres, et puis très fiers, passer leurs chansons, etc. Il y avait même de l'auto-promo de la part de la présentatrice de Drag Race, hein, qui a chanté sa chanson. Enfin, il y avait un entre-soi clair, un militantisme revendiqué et une volonté de choquer. Et eux appellent ça de l'inclusion. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit très bien que ce n'a pas été inclusif, qu'il y a eu évidemment la provocation a fonctionné, mais il faut assumer dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est attention, c'est pas la scène, c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu être très gentil, j'ai voulu faire un spectacle très familial. C'est pas familial. Faut arrêter. Le drag queen, c'est pas familial. C'est pas, enfin, ou alors j'ai raté une marche, mais c'est particulier quand même comme vision du monde. Et c'est cette vision du monde qu'ils pensent être majoritaire, qu'ils veulent donner en disant, bah voilà, c'est normal que ça se passe comme ça. Alors moi, je suis pour une société évidemment inclusive où il n'y ait pas d'acte homophobe, où il n'y ait pas de violence, quelle que soit sa foi, sa religion, sa sexualité, c'est très bien. Mais il faut se mettre au niveau de cette cérémonie et dire, mais on doit parler au monde entier. On peut pas faire une provocation comme ce qui a été fait. Parce que, je suis désolé, c'était de la provocation. Et c'est bien dans le cadre artistique, je suis pour. Dans le cadre d'une cérémonie des JO, bah, ça fait ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un fiasco. Le comité international olympique a suspendu la Russie des Jeux olympiques, tout en permettant à ses athlètes de concourir sous une bannière neutre. En revanche, concernant le conflit au Proche-Orient, le massacre de la population palestinienne de Gaza par l'État israélien ne semble pas susciter la réprobation de la part du CIO ni du gouvernement français, puisque les athlètes israéliens participent sans aucune restriction. De plus, Emmanuel Macron a chaleureusement accueilli le président israélien à l'Élysée la veille des Jeux olympiques. Comment expliquez-vous cette différence de traitement ? Bah, c'est simple. Vous avez vu le discours de Benjamin Netanyahou au Congrès à Washington ? Il a été ovationné systématiquement par les politiques américains qui sont vent debout derrière Israël pour sa politique à Gaza. Il est applaudi, standing ovation, tout le monde l'acclame. Les États-Unis sont les donneurs d'ordre. Emmanuel Macron n'ira jamais à l'encontre des États-Unis dans sa politique internationale, diplomatique ou autre. On l'a vu, il est totalement aligné sur Washington, sur l'OTAN et sur tous les intérêts diplomatiques des Américains. Donc il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que là où la France avait une chance de se démarquer, de faire avancer la cause humanitaire et la cause palestinienne également, elle n'a rien fait. Elle a toléré une délégation palestinienne, on peut le saluer. On a vu le drapeau palestinien sur la scène avec une délégation d'athlètes sans que des CRS viennent arracher les drapeaux. Parce qu'il faut rappeler qu'en France, les manifestations qui étaient pour le soutien du peuple palestinien ont été réprimées dans un premier temps, pour être des incitations à la violence ou des troubles à l'ordre public. Il faut le rappeler. On part de là quand même. Le pays des droits de l'homme interdisait les manifestations en soutien au peuple palestinien. Ça a un peu bougé. Mais quand même, quand vous continuez à dénoncer la politique génocidaire de Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza, vous passez encore une fois pour un dangereux criminel, pour quelqu'un qui ne respecte pas du tout les valeurs de la République, pour etc., etc. C'est le monde à l'envers, encore une fois. Et donc Emmanuel Macron a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il obéit. Il suit la conformité. Il ne va pas lancer une diplomatie autre ou essayer d'arranger les choses, de proposer que s'arrête cette politique de pilonnage où on a vu des images mais insupportables d'enfants brûlés, d'enfants décapités, où on rappelle que les enfants palestiniens étaient opérés sans médicaments, sans anesthésie, pour être amputés. Et tout ça, ça n'existe pas. Il faut faire une trêve pendant les Jeux Olympiques. Je ne crois pas que Benjamin Netanyahou fasse une trêve pendant les Jeux Olympiques. Et je ne crois pas que la situation des Gazaouis soit améliorée. Donc il y a un vrai problème. Et la réception, bien sûr, du président israélien va dans le sens de la réception de Benjamin Netanyahou au Congrès. C'est-à-dire que c'est un blanc-seing et finalement une tape dans le dos pour dire vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez. Il n'y aura pas de sanctions. Les sanctions auraient déjà dû tomber. Enfin, il n'y a pas une école qui est encore debout à Gaza. Il n'y a pas un hôpital qui est encore debout à Gaza. Cibler des bâtiments civils, cibler des civils sont des crimes de guerre.
Ils auraient dû déclencher des sanctions immédiates, comme ça a été le cas contre la Russie pour l'Ukraine. Mais là, il ne s'est rien passé. Même Les Américains, les Français continuent de livrer des armes. Qui ont été visés aussi par des tirs de missiles. Oui, il y a eu des humanitaires, des journalistes, des civils, enfin des membres de l'ONU également. Mais tout ça, c'est comme si c'était normal. Parce que c'est le droit d'Israël de se défendre. Et finalement, le droit international, on voit bien que c'est pas un droit international. C'est un droit qui va dans un sens, les intérêts américains et de ses alliés, et que tous les non-alignés, eh bien, ils sont systématiquement traités comme des États terroristes ou comme des États qui vont immédiatement être sanctionnés. C'est une faillite morale de l'Occident, ce qu'on voit à Gaza. Ça l'a été depuis le début. Les seuls qui ont dénoncé en France, ça a été la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et les autres. Vous voyez le traitement médiatique qu'ils ont eu dans notre pays. Ils ont été traités de tous les noms. Ils ont été traités d'antisémites. Tout ça parce qu'ils dénonçaient une politique génocidaire, pas parce qu'ils dénonçaient un peuple, pas parce qu'ils dénonçaient une foi, non, parce qu'ils regardaient ce qu'il se passait, parce qu'ils avaient des yeux et un cœur. Et que les leaders du monde libre qui défendent tout le temps les droits humains, les libertés, se taisent, fassent semblant, applaudissent, debout. Benjamin Netanyahou au Congrès américain, mais ça dit tout de la faillite morale de l'Occident. Et l'Occident n'en est pas conscient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore ce sentiment de supériorité, de croire que oui, c'est le monde occidental qui donne le là de ce qui est bien et beau et de ce qui est moral, et donc on va continuer comme ça. Mais le monde a changé. Et croyez-moi, le monde aujourd'hui voit très bien que l'Occident est en pleine déroute morale. Et il ne suffit pas seulement de la cérémonie des JO pour le voir, il faut voir aussi la façon dont aucun leader occidental n'a condamné à la hauteur des crimes de guerre l'État d'Israël pour ce qu'il a fait à Gaza. Et ça continue. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, une majorité d'humains sur cette terre est du côté de la souffrance du peuple palestinien, sans autant pour remettre en cause, bien sûr, l'existence de l'État israélien, bien entendu, mais simplement dénoncer la politique d'un homme, Benjamin Netanyahou, sur ce qu'il fait aujourd'hui sur des populations civiles. Ça me paraît normal. Pour revenir donc aux Jeux Olympiques, ma dernière question concerne donc la vidéosurveillance algorithmique qui a été justement légalisée en France à titre expérimental pour ces JO de Paris. Cette légalisation marque un pas supplémentaire vers l'adoption de la reconnaissance faciale. Quels sont selon vous les risques associés à l'utilisation généralisée de ces outils de surveillance ? C'est toujours sous prétexte de sécurité, de bien-être, d'avancement bien sûr de toutes les possibilités qu'on nous vend ces horreurs. Pour moi, les caméras algorithmiques, aujourd'hui, ont la capacité de faire de la reconnaissance faciale, mais ne le font pas. Elles surveillent les mouvements de foule et les mouvements qui seraient étranges au sein d'une foule pour déclencher une alerte sécurité. Sauf que ces technologies sont en train de venir partout dans toutes les strates de la société. Ces caméras, c'est pour les Jeux Olympiques, mais c'est aussi pour les concerts, ça va être pour tous les rassemblements, et puis demain ce sera pour tous les transports, et puis ce sera dans toutes les rues, et puis ce sera partout. Et puis après il y aura déjà cette facilité de scanner vos veines de la paume et de lier ça à votre carte bancaire et de payer avec votre main. Carrefour, qui est une enseigne bien connue en France, est en train d'en faire l'expérimentation. Il y a les QR codes, si vous êtes vacciné ou pas, si vous avez le droit de passer dans cette zone ou pas. Partout, on voit la technosurveillance, le technotraçage s'immiscer dans nos vies et faire en sorte que la liberté de circulation, la liberté simplement d'être, n'existe plus au profit d'une transparence, mais toujours pour les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ne décident pas, ceux qui n'ont pas voté pour ces lois sécuritaires, ceux qui ne veulent pas forcément de ce traçage algorithmique. Et on n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est le progrès, parce que c'est des marchés qui se chiffrent en milliards de dollars, parce que derrière, il y a de grands lobbies, de grandes industries. Vous avez Google, vous avez Amazon, vous avez toutes les grandes industries actuellement de la tech qui ont besoin de ces données pour continuer à faire beaucoup d'argent. Et quoi de mieux que l'humain pour aller miner de l'argent d'une certaine façon et faire en sorte d'amener progressivement et de manière totalement voulue une société du crédit social. Parce que c'est ça qui se profile. Avec toute cette cybersurveillance, avec ce traçage, avec cette volonté de transparence, arrivera le pass carbone,
le pass vaccinal européen. Il y a un projet actuellement à l'étude au niveau européen pour avoir une carte de santé vaccinale qui vous permette d'aller dans tous les pays, pour votre bien encore une fois. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs concrètement quelles seront donc les privations de liberté et des droits fondamentaux pour chaque citoyen dans le futur? Le crédit social, aujourd'hui, tel qu'il existe en Chine, c'est simple. Si vous n'êtes pas un bon citoyen, si vous n'avez pas vos 4 doses, alors vous n'avez pas accès à certains services. Vous ne pourrez pas, par exemple, retirer de l'argent à la banque. Vous ne pourrez pas, par exemple, avoir accès à Internet. On vous coupera Internet. Vous ne pourrez pas conduire de voiture. Enfin, c'est petit à petit des droits qui vous sont enlevés en fonction de si vous jouez le jeu ou pas. Et puis, il y a bien sûr toute la question climatique qui va permettre de mettre en place également des passes carbone, par exemple, sur le droit à polluer ou non. Et ça, c'est des horreurs qui sortent du cerveau de milliardaires qui voyagent en jet privé, qui ont des yachts, qui crament l'équivalent de centaines de milliards d'années de carbone chaque année, mais qui s'en foutent puisqu'ils plantent des arbres et puis qu'ils sont philanthropes. Et donc, ils proposent une société hideuse, une société totalitaire en fait, où la transparence sera totale et où l'individu, à partir du moment où il joue le jeu de la technologie, n'aura plus le choix que de se conformer à des lois qui sont de plus en plus contraignantes. On l'a vu lors du Covid, avec cette incitation vaccinale, le pass vaccinal, qui était une horreur pour moi, liberticide et qui n'avait aucun sens, et on l'apprend maintenant en termes de santé publique, mais ça a été imposé, et vous avez vu la masse des citoyens l'accepter avec le sourire quasiment, en disant on n'a pas le choix, ce sont des situations exceptionnelles, il faut le faire. Et quand j'ai vu cette bêtise fasciste s'emparer des esprits, on peut rien faire. On est très seul. On est très seul. Et là, quand je vois toutes ces petites briques de la société totalitaire se mettre en place progressivement par le divertissement, par le climat, comme je le disais, par la sécurité, qui sera toujours au cœur, bien sûr, de la préoccupation de nos dirigeants. Si la sécurité des populations était au cœur de la tête de nos dirigeants, ils feraient tout pour lancer des accords de paix en Ukraine, pour condamner Israël, éviter qu'il y ait davantage de morts du côté palestinien, pour lutter contre les polluants éternels, contre la malbouffe et le sucre partout présent dans l'industrie agroalimentaire. Donc ils feraient des efforts. Vraiment, si la santé des populations était au cœur de leurs préoccupations. On voit bien que c'est pas le cas. Et au cœur des préoccupations, c'est le contrôle des populations. Par la propagande, par les médias, la façon dont les messages vont devenir des messages que vous ne pourrez pas refuser, avec la pensée dissidente qui va être taxée de complotiste, qui va être taxée d'extrême droite, qui va être taxée de tout ce que vous voulez, mais qui n'aura pas le droit au chapitre parce que pas raisonnable. Et puis de l'autre côté, le contrôle tout simplement physique des uns et des autres par l'algorithme, par le QR code, par tout ce qui est de la trace numérique que vous pouvez laisser. Merci Alexis Poulain, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous animez le média en ligne intitulé donc Le Monde Moderne. Nos éditeurs peuvent vous retrouver sur la plupart des réseaux sociaux. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette émission, à activer la cloche des notifications. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV. Merci.